Mesdames, Messieurs, l'Institut national de l'histoire de l'art et le château de Fontainebleau sont heureux de vous recevoir pour la 9e édition du Festival de l'histoire de l'art. La conférence qui va suivre a pour intitulé « Le Corbusier et le logement collectif, la leçon équivoque de Briey-en-Forêt » avec Monsieur Joseph Abraham. Je vous souhaite une bonne conférence. Je vais laisser le public s'installer. Voilà, j'ai décidé de commencer par une image un peu forte. C'est un article publié en juin 1984 dans Libération. C'est un jeune journaliste, Denis Robert, il a 29 ans, et il est le correspondant du journal dans la région de l'Est de la France. En fait, Denis Robert sera connu un peu plus tard parce que dans le langage journalistique, c'est lui qui a sorti la fameuse affaire Clearstream. C'est un journaliste de grand talent, l'article est remarquablement bien rédigé, et le titre, un peu à la manière de Libération, « Briey-la-Forêt, le Corbu au rebut », exprime assez bien l'impasse dans laquelle cette unité d'habitation est entrée au début des années 80. Alors cet article fait suite à un excellent article de François Chalin, publié dans Le Monde en 1980, où il avait simplement évalué l'état des 4 unités d'habitation de Le Corbusier construites en France. Et il s'était rendu compte... Oui. Et François Chalin s'était rendu compte que parmi ces unités, celle de Briey véritablement risquait de la démolition. L'image suivante vous montre une conférence de presse. Nous sommes maintenant en 1987. Cette conférence a lieu dans un hôtel près de la gare de l'Est. Et le personnage qui est au centre, c'est Guy Vattier, le maire de Briey, qui a décidé, une fois l'immeuble vidé, une fois évalué la démolition de cet immeuble par l'OPAC, de Meurthe-et-Moselle, qui est devenu propriétaire de cet immeuble, Guy Vattier donc, a décidé d'organiser une conférence de presse pour sauver cet immeuble. Il part d'un crime contre l'intelligence et il a une formule un peu magique qui va faire véritablement une impression considérable sur les journalistes et qui va contribuer au sauvetage de la cité de Le Corbusier à Briey. Nous sommes en fait en 87, dans l'année du centenaire de la naissance de Le Corbusier, et la formule choc que va trouver Guy Vattier, Le Corbusier, né à La Chaux-de-Fonds en 1887, assassiné à Briey en 1987. Alors, il est intéressant de regarder la manière dont Guy Vattier, le nouveau maire de Briey, a monté cette conférence de presse. Il s'est entouré de personnages, de personnalités éminentes. Il se situe juste à côté du nouveau directeur de la Fondation Le Corbusier, qui n'est autre que Jean Ginger, qui a dirigé pendant 10 ans le musée d'Orsay et qui a accédé donc plutôt à la présidence de l'association en 87 pour organiser aussi le centenaire de la naissance. Alors Jean Ginger, je vais vous montrer les différents personnages. Se trouve ici donc à la droite de Guy Vattier. L'homme que vous voyez ici est Philippe Serres. Philippe Serres, c'est à l'époque donc un ex-député de la circonscription de Briey, mais il a surtout été un ministre du gouvernement de Léon Blum. Il a été en fait le secrétaire d'État au travail du Front populaire. Donc il a joué un rôle éminent. Il connaissait Le Corbusier depuis le début des années 20 et c'est lui qui a intéressé à l'architecture un autre personnage central, un ami de longue date qui est Claudius Petit. Claudius Petit, on le sait, a été le protecteur de Le Corbusier. Il avait connu dans les années 20, parce qu'il militait dans la même formation politique qui représentait la gauche réformatrice chrétienne, le mouvement Jeune République, il avait connu Philippe Serres et il était venu l'aider dans une campagne législative contre François de Wendel, qui n'était autre que le représentant des maîtres de forge. Comme on le sait, Philippe Serres va remporter les élections et c'est ce qui va le conduire donc, à l'Assemblée et ensuite au gouvernement du Front populaire.
Vous avez un autre personnage qui a joué un rôle considérable à Briey, qui se trouve tout à fait à droite, qui n'est autre qu'André Wojcinski. André Wojcinski, on le sait, c'est le fidèle collaborateur de Le Corbusier, qui a mené une carrière tout à fait indépendante au sortir de l'agence Le Corbusier. Mais lorsqu'il entre à l'agence de Le Corbusier en 1936, c'est André Wojcinski qui sera en charge des unités d'habitation. Il faut savoir qu'à cette période, l'unité d'habitation était déjà en germe dans le travail dans l'agence de Le Corbusier. Il n'est pas exagéré de dire que sans l'amitié entre Philippe Serres et Claudius Petit, probablement jamais Le Corbusier n'aurait construit en Lorraine et à Briey en particulier. Je vous montre ici une image. Il y a eu une très forte amitié entre Le Corbusier et Claudius Petit. Et ceci donc avant même que Claudius Petit accède à la direction du ministère de la Reconstruction et de l'Urbanisme, le fameux MRU. Il faut savoir que Claudius Petit a été un résistant de la première heure et qu'il faisait partie de l'Assemblée nationale qui siégeait à Alger pendant la guerre, et il pensait naturellement être le premier ministre de la Reconstruction. Et à sa grande déception, De Gaulle va nommer un grand commis de l'État, le créateur, celui qui a anticipé en quelque sorte la SNCF, qui a travaillé donc, pendant la guerre à la direction des chemins de fer du Nord, qui a été véritablement un organisateur, qui a eu des liens avec la résistance, mais qui était resté sur le territoire national. Donc, pour des raisons qui sont tout à fait compréhensibles, De Gaulle va choisir cet organisateur qui fait consensus et qui s'avérera comme un excellent ministre de la Reconstruction. Mais dans l'esprit de Claudius Petit, il est manifeste que le choix de Raoul Dautry à la direction du MRU est un choix assez conservateur. Il faut dire que Claudius Petit s'intéressait, il a été le protecteur de l'architecture moderne. Il a protégé d'autres artistes, d'autres architectes que Le Corbusier. Mais l'amitié entre Le Corbusier et lui s'était nouée dès 1937. Le Corbusier était venu faire une conférence à Lyon, dans la ville de Tony Garnier, et Claudius Petit l'avait rencontré, l'avait abordé, ils avaient discuté un peu, et ils vont se retrouver après la guerre, avant donc l'arrivée en 1948 de Claudius Petit aux affaires, lors d'un voyage d'études aux États-Unis. Et donc ils vont embarquer ensemble du Havre vers New York, et pendant une quinzaine de jours, Claudius Petit va côtoyer Le Corbusier. Alors, l'autre image, celle que vous voyez ici, vous montre Le Corbusier sur le chantier de l'unité d'habitation de Briey. On peut dire que Le Corbusier est venu 4 fois pendant la conception et pendant la réalisation de ce chantier en Lorraine. La question du logement remonte très loin dans la carrière de Le Corbusier. On pourrait même dire que c'est un axe majeur de son travail. Briey, me semble, par l'échec qu'il représente et par les débats qu'il a sous-tendus au moment même de sa conception et de sa réalisation, un excellent cas, un excellent témoignage pour évaluer, pour mesurer dans les faits la relation très complexe que Le Corbusier entretient avec la question du logement. On pourrait dire que sa position est singulière. Elle tranche radicalement par rapport à la plupart de ses contemporains. Et ce n'est pas simplement une question de relation aux grands ensembles. Il y a une pensée qui s'est distinguée très tôt, on pourrait dire même dès l'origine des premiers articles de Le Corbusier dans la revue L'Esprit Nouveau. La première image que je vous montre pour faire ce parcours au sein de l'œuvre de Le Corbusier, c'est en fait le système domino, qui est une véritable théorie de l'architecture. En fait, Le Corbusier, qui a été en stage en quelque sorte pendant 14 mois à l'agence d'Auguste Perret, a découvert le béton armé, mais également une position rationaliste en architecture. Et lorsqu'éclate la Première Guerre mondiale, il a l'idée d'un système extrêmement pragmatique qui permettrait la reconstruction des régions dévastées, notamment des Flandres. Et il est très intéressant de regarder à quoi va servir finalement ce système dans l'œuvre de Corbusier. Contrairement à une idée reçue, le système inventé par Le Corbusier, qu'il appelle Dom-Inno, donc domino, parce qu'il y a cette idée aussi de la combinatoire, c'est un système fondamental
mais qui est essentiellement pragmatique, constructif, qui est à l'origine de ce qu'on a appelé par la suite, ce que Le Corbusier a appelé lui-même les 5 points de l'architecture, mais qui est essentiel pour comprendre la marge de manœuvre, ce que certains théoriciens des années 70 vont appeler l'ouverture en architecture. Comment certains dispositifs techniques permettent une très grande souplesse au niveau de l'usage, de la partition des logements, une façon aussi de reconvertir les logements. Le système domino est conçu pendant la guerre. Le Corbusier, qui a à l'époque la nationalité suisse, Le Corbusier va rentrer pendant la guerre en Suisse et il va correspondre avec Auguste Perret, qui à l'époque a été mobilisé pendant la guerre, mais qui est gravement malade et qui va être en convalescence dans le sud de la France. Et Le Corbusier lui annonce qu'il a mis au point un système dont il pense qu'il peut rendre énormément de services à l'architecture moderne. Le Corbusier va traverser la France, va se rendre à Saint-Clair, donc dans le sud de la France, en bordure de la Méditerranée, et va présenter ce système à Auguste Perret, qui manifestement, et pour des raisons qui sont tout à fait théoriquement compréhensibles, ne le considéra pas comme quelque chose porteur d'avenir, pour des raisons qui ont trait à la manière d'exprimer notamment la construction. Mais si on regarde le détail, Le Corbusier avait imaginé un système de dalles superposées, qui sont tenus, supportés ici par des simples poteaux. On peut disposer cela sur des plots, sur des fondations légères, sur n'importe quel type de terrain, et l'architecture, sa contribution s'arrête là. Ça veut dire que ce système permet, dans une région où la brique est disponible, de construire en briques. Là où on utilise le pan de bois, on peut remplir en pan de bois. Il n'a absolument aucune idée préconçue. Il laisse à l'usager, il laisse au constructeur le soin d'adapter le système aux conditions locales. Ce n'est que par la suite que Le Corbusier va en faire un puissant système plastique. Il faut dire que pendant la guerre, grâce à Auguste Perret, qui faisait partie d'associations culturelles dans lesquelles se trouvaient un certain nombre de peintres, Le Corbusier a rencontré Amédée aux enfants. C'est lui qui organise, Perret, qui organise la rencontre entre Aux enfants et Le Corbusier. Et Aux enfants va inciter Le Corbusier à s'adonner à la peinture. Le Corbusier va commencer à peindre et presque immédiatement, il a déjà un long passé derrière lui comme créateur, Le Corbusier va s'avérer un peintre de très haut niveau. Malgré un préjugé qui remonte aux années 20, Picasso lui-même et Braque se moquaient un peu de la peinture de Le Corbusier et d'Aux enfants, qui s'intitulait elle-même Puriste, en disant c'est une peinture d'architecte. Le Corbusier utilise le compas, l'équerre dans ses tableaux. Ça n'est pas véritablement de l'art, évidemment. Le processus créatif n'a rien à voir avec celui qui conduit Picasso et Braque au cubisme et qui ensuite tracent leur carrière personnelle. Il y a là quelque chose de singulier, mais il y a eu malheureusement, pendant de très longues années, un préjugé sur ce qu'est la peinture de Le Corbusier. La peinture de Le Corbusier, la peinture puriste comme il la nomme, repose sur une théorie qui a été élaborée avec Amédée aux enfants, qui analyse les différents mouvements contemporains, mais qui, contrairement à d'autres artistes de l'époque, notamment Malevich, va porter un certain nombre de jugements sur la peinture de l'époque, qui évidemment ne vont pas être confirmés par l'histoire. Par contre, il est manifeste que la théorie de la peinture que va développer Malevich va être complètement vérifiée par la suite par l'histoire de l'art. Il y a donc un point de vue singulier qui permet de construire une œuvre. Je ne vais pas me lancer dans l'analyse de la peinture puriste, mais il est manifeste que d'un système permettant la construction vernaculaire, la construction sans architecte, localisée aux régions dévastées, un système qui inclut une plastique de premier plan, il est sûr qu'il y a là une véritable révolution qui, immédiatement après la guerre, dès les premiers articles de Le Corbusier dans la revue qu'il crée avec Amédée aux enfants, L'Esprit nouveau, vont aboutir à une plastique architecturale qui de 1922-23 à 1929, date de la création de la Villa Savoie, va déboucher sur une plastique complètement neuve. Le Corbusier va donc s'emparer d'un système qu'il a conçu pour des raisons tout à fait circonstancielles, des raisons essentiellement architecturales, disciplinaires et constructives, pour définir, parmi d'autres, une plastique architecturale de premier plan. Et parmi donc
les chefs-d'œuvre de cette période, œuvres qui sont déjà des aboutissements, il y a donc cette Villa Savoie. Chez Le Corbusier, il faut toujours considérer que le travail qu'il accomplit sur la villa d'artistes, l'atelier d'artistes, le travail qu'il accomplit pour des maisons ouvrières, comme à Pessac par exemple, ou celui qu'il élabore pour le logement collectif, tout cela représente une parfaite continuité. Alors, peut-être, vous connaissez les œuvres, les toutes premières œuvres de Le Corbusier, celles qui ne sont pas encore liées à la révolution picturale issue du cubisme et du purisme, les œuvres de la Chaux-de-Fonds. Quand on visite les œuvres de Perret, notamment de Le Corbusier, notamment la maison qu'il a réalisée pour ses propres parents à la Chaux-de-Fonds, on se rend compte que très tôt, Le Corbusier a intégré un certain nombre de valeurs, d'intimité, de proportion des espaces, qui d'ailleurs appartiennent au premier projet de Perret qu'il a vécu, parce qu'il a travaillé pendant 14 mois dans l'immeuble de la rue Franklin. On trouve une atmosphère, une échelle qui est extrêmement proche, même s'il n'y a aucune ressemblance formelle, de certaines qualités qu'il a déterminées dans l'œuvre de Perret, qu'il a été l'un des rares, en 1908-1909, à analyser. Donc il y a toujours chez Perret, entre une peinture plasticienne, une position esthétique et une proximité des usages et des espaces, une relation très très forte. Et c'est ça ce qui va nourrir sa conception du logement. Après la guerre, alors que se construisent ces villas, donc il y a la Villa Savoie que j'ai citée, mais avant la Villa Savoie, il y a une œuvre majeure qui est la Villa La Roche, accompagnée de la Villa Jeanneret dans le 16e arrondissement de Paris. Et puis, en 1922, au moment donc, où il conçoit ses premières maisons, il imagine une solution au logement collectif. Il imagine de superposer 200 maisons avec leur jardin, des maisons qui ont 2 niveaux, de façon à donner véritablement au jardin l'effet d'un jardin suspendu, privatif, qui appartient donc à chaque maison contiguë, comme vous voyez ici. Et ceci va définir un nouvel îlot. Il y a déjà, en 1922, la volonté de Le Corbusier de bâtir la ville avec un module nouveau, quelque chose qui est entre l'immeuble, la maison et la ville. Et on va se rendre compte, au fur et à mesure que l'on va progresser dans les années 20 et les années 30, que Le Corbusier va densifier ce système qui est à l'origine des unités d'habitation. Je vous montre ici le pavillon de l'Esprit Nouveau. Le Corbusier a réalisé une de ces cellules conçues en 1922 pour la fameuse exposition des arts décoratifs de Paris. Lorsque Perret, qui était président du jury d'architecture, est arrivé devant ce pavillon, il était pourtant très proche de Le Corbusier, il a dit « il n'y a pas d'architecture là-dedans ». Mais on aurait tort de considérer qu'entre les deux architectes est née une simple rivalité. C'est infiniment complexe, il y a une relation quasiment filiale qui, même pendant la guerre, la Deuxième Guerre mondiale et après la guerre, va montrer à quel point elle est solide et à quel point Le Corbusier lit dans la trajectoire de Perret des choses que ne liront pas ses propres élèves. Alors, avant d'aborder l'unité d'habitation, Le Corbusier, par rapport au logement et à la ville, travaillant sur la toute petite échelle et la très grande échelle, a mené toute une série de projets expérimentaux. Parmi les plus connus, il y a évidemment le plan voisin pour Paris, qu'on aurait tort de considérer comme une simple boutade. Il propose de raser un quartier parisien et puis de construire ces immeubles en forme cruciforme, dont il reconnaît qu'il a emprunté le modèle au projet de Villetour conçu en 1922 par Auguste Perret, mais que Perret avait déjà plus ou moins imaginé dès 1905, au moment donc, où s'inaugure l'immeuble de la rue Franklin. Et puis voici une autre hypothèse qui est, là encore, qui a souvent été considérée comme une caricature, mais je me référais simplement à la lecture qu'en donne le grand historien de l'architecture Manfredo Tafuri. Tafuri disait, à propos de cette hypothèse, qu'il prenait très au sérieux, qu'elle était une contribution forte en fait de Le Corbusier à l'histoire de l'architecture et de l'urbanisme, et il expliquait que Le Corbusier, par ce geste architectural qui consiste à placer sous une autoroute dans le paysage d'Alger, il a appelé ce projet le plan Obus pour Alger, à placer des immeubles d'habitation, il y voit là
une hypothèse par rapport au paysage, dimension essentielle dans le travail de Le Corbusier, une hypothèse tellement forte qu'elle transforme, je reprends les mots de Manfredo Tafori, en ready-made l'ensemble du paysage existant. On se doute que ce ne sont pas ces idées que Le Corbusier va pouvoir développer. Il y aura quelques projets dérivés de cela dans les années 50 en Amérique latine, mais qui ne donneront pas non plus lieu à des réalisations. Les éléments dont on a besoin pour comprendre le travail de Le Corbusier sur les unités d'habitation résident évidemment dans les premiers articles qu'il écrit dans la revue L'Esprit Nouveau à partir de 1920 et qui va avoir l'intelligence de réunir dans un certain nombre d'ouvrages, notamment Vers une architecture, qui est publié en 1923, qui reprend certains articles. Il y en a d'autres qui ont été un peu oubliés. Et puis il y a d'autres livres qui sont aussi des recueils issus de ce travail des 28 numéros de la revue. Et puis il y a un autre ouvrage qui est fondamental, où Le Corbusier livre quasiment la clé des unités d'habitation. C'est le recueil d'un certain nombre de conférences qu'il a données à Buenos Aires, et qui, en 1929, et qui vont presque immédiatement servir de base à la construction du modèle de l'unité d'habitation. Cette planche permet, par une comparaison, d'isoler un certain nombre de singularités de la position de Le Corbusier. Vous avez ici un travail incroyablement rationnel de l'architecte Walter Gropius, qui a dirigé le Bauhaus, mais qui avait déjà, avant même la direction du Bauhaus, qu'il a prise en 1919, même s'il avait été pressenti en 1915, il s'était déjà affirmé comme un architecte de très grand talent, notamment par des constructions industrielles qui étaient issues de ce milieu d'avant-garde qui était le milieu des architectes ingénieurs allemands avant la Première Guerre mondiale. Lorsqu'il arrive donc à la direction du Bauhaus, il va développer une œuvre personnelle et on peut dire que Gropius a inventé un certain nombre de modèles pragmatiques qui ont tellement réussi, ils ont tellement été reproduits dans le monde qu'on a fini par oublier qu'il y avait un concepteur à l'origine. Je pense au modèle de l'école qui existe au Bauhaus, mais qui existe aussi dans une école d'ingénieurs dont il dessine le projet à Hagen. On va retrouver ce modèle dans des quantités d'écoles d'après-guerre, non seulement en Europe, mais également aux États-Unis. Il a réfléchi à la question du logement. Et lors d'un congrès de l'habitation à Bruxelles, il va définir une théorie de la ville qui est aux antipodes de celle de Le Corbusier. D'ailleurs, Le Corbusier, qui est le créateur des SIAB avec les architectes allemands, ne cachera jamais son hostilité, son opposition à l'attitude productionniste, on pourrait dire, des architectes allemands. Il y a une rationalité qui ne lui convient pas. Il l'exprime dans plusieurs textes fondamentaux. La théorie de Gropius est en tout point remarquable. Ce que vous voyez dans la partie supérieure de cette image, ce sont les immeubles plaques, les immeubles lamelliformes. Pourquoi des immeubles aussi peu épais? C'est que ces immeubles permettent la double orientation, que Gropius considère comme un énorme avantage pour les habitants. Ces immeubles peuvent être relativement élevés, mais contrairement à Le Corbusier, il ne considère pas l'échelle comme une véritable solution pour la ville. Il va opposer, et c'est le sens de ce que vous voyez ici, c'est une coupe, mais ça pourrait être aussi bien un plan. Il va opposer cet immeuble. Il dit on ne peut pas se permettre de construire une ville entièrement avec des habitations, avec des maisons. Construire une ville de cette manière, c'est l'étalement urbain que donne déjà à voir un certain nombre de banlieues de grandes capitales européennes. Donc l'idéal pour Gropius, c'est la maison individuelle, parce que la maison individuelle a une qualité que reconnaîtront les sociologues des années 1960, c'est de permettre l'appropriation. Il y a un contact avec le sol. Et pour lui, si on pouvait donner à tout le monde une habitation sans compromettre l'urbanité de la ville, ce serait la solution idéale. Mais ça n'est pas possible. On a besoin de jouer sur toutes les échelles possibles. Si vous prenez un immeuble de grande hauteur, nécessairement pour ensoleiller les appartements, il faudra les espacer dans la ville. Si vous prenez des maisons, elles pourront être rapprochées. Mais vous avez des quantités de solutions intermédiaires. Vous pouvez avoir des petits immeubles de 2 à 3 étages, des immeubles de 4, de 5, plus ou moins longs. Donc cette diversité
qui a toujours été un fondement de la théorie de Gropius, et ce grand pragmatisme va lui permettre de s'adapter à toutes les situations urbaines. D'ailleurs, lorsqu'on visite les Siedlungen, les cités que Gropius fabrique aux environs de Karlsruhe, par exemple, à Dammerstock, on se rend compte de la très grande qualité de ce travail. Parce que l'appropriation du territoire est tout sauf de l'open planning. Il se sert même de l'appropriation des jardins pour qualifier une partie du territoire occupée par ailleurs par des immeubles. Donc il y a là une conception très très proche de l'usage, et ça correspond aussi à ce qu'un autre historien italien, Carl Giulio Argan, qui a été, entre autres, vers la fin de sa vie, maire communiste de Rome, Argan avait expliqué, c'était un historien de l'art, il a beaucoup écrit sur la Renaissance, il a écrit sur l'architecture, sur des personnages comme Nervi, il expliquait la différence fondamentale qui opposait Le Corbusier à Gropius. Il opposait ce pragmatisme allemand à la théorie de Le Corbusier qui procédait par manifeste, qui proclamait l'existence d'un esprit nouveau et qui en cherchait la concrétisation à travers ses projets. Il a absolument compris philosophiquement ce qui opposait les deux personnages, sans évidemment dénigrer l'un ou l'autre. Mais c'est vrai que cette modestie de Gropius a souvent fini par lui nuire parce qu'il a été effacé comme un des éminents créateurs de l'architecture du XXe siècle. À l'opposé, une planche de précision, planche qui date de 1929, qu'il a dessinée lors de ses conférences à Buenos Aires. Le Corbusier nous parle du paquebot. Le paquebot, pour lui, c'est un nouveau dimensionnement de la maison. Il pense que le paquebot, on a souvent rapproché la théorie de Le Corbusier du phalanstère. Bien entendu, il y a un rapport, mais il y a aussi un rapport entre cette machine qui fonctionne en autarcie, qui est le paquebot pendant une semaine, 2 semaines, et qui contient un certain nombre de services qui permet à une collectivité, à des passagers qui vivent dans leurs cellules, d'habiter aussi quelque chose qui ressemble à une sorte de ville. J'avais peur que vous m'indiquiez que mon temps était déjà terminé. Donc, regardez ces beaux dessins, bien sûr, vers une architecture. Dans les articles de l'Esprit Nouveau dès 1920, Le Corbusier parle du paquebot. Il parle des formes du paquebot comme il parle des formes des silos. Mais la théorie a complètement maturé entre 1920 et 1929. Et bien sûr, l'immeuble villa n'y est pas pour rien. L'immeuble villa a permis de poser un problème. La relation entre l'unité qui va constituer l'unité d'habitation, entre l'élément et le tout. Et cette relation, contrairement à celle de Gropius qui est analytique, c'est une relation qui est synthétique et organique. La question de l'organicité chez Le Corbusier, vous la trouvez fondamentalement dans ses textes, dans ses premiers articles. Il faut se souvenir que c'est à Victor Bach, c'est-à-dire un germaniste spécialiste des théories de l'esthétique allemande, que Le Corbusier aux enfants vont demander de préfacer par des articles fleuves la revue L'Esprit Nouveau. À un moment donné, on peut dire que Le Corbusier nous livre sa méthode. Il l'a empruntée à Descartes et aussi à Darwin. C'est-à-dire qu'il y a véritablement pour lui, dans cette question de l'organicité, un renouvellement de l'organicité qui fabrique l'architecture classique depuis ses origines gréco-latines, mais avec un renouvellement qui renvoie la notion de type, de typologie, non pas à des espèces constructives, mais à des espèces animales. D'ailleurs, Le Corbusier ne fait que reprendre le fameux chapitre de Viollet-le-Duc sur le temple dorique grec. Viollet-le-Duc, avec l'appareillage intellectuel de l'architecture gothique, va lire le temple grec avec un grand nombre d'erreurs constructives et archéologiques, mais il va le lire comme un système organique. Et cette théorie, on la connaît. Depuis les premiers essais, il nous dit qu'une centaine de temples grecs vont être nécessaires sur plusieurs siècles pour arriver au Parthénon. Il y a donc une théorie de la sélection culturelle, de la sélection technique. Et pour simplifier les choses et aller droit, disons, au sujet qui nous intéresse sur le logement collectif et au gros problème qu'a posé l'unité d'habitation de Le Corbusier, on peut dire que pour lui, et tout ceci est écrit dans les articles interstitiels, rien de ces articles n'est reproduit dans les recueils
que Le Corbusier va publier, qui feront sa notoriété. Ce sont des articles interstitiels de la revue L'Esprit Nouveau qu'il rédige parfois avec aux enfants. Et dans ces articles, on se rend compte qu'il y a chez lui une sorte d'engrenage. Il y a la sélection naturelle, la sélection des espèces. Il y a la sélection technique qui permet à des outils de progresser sans cesse, qui fait qu'un marteau ou une scie n'a pas de grande différence avec la machine. La machine est le stade ultime telle qu'elle est décrite en quelque sorte par l'encyclopédie. Elle est le stade ultime d'une longue évolution séculaire, voire millénaire. Et puis, il y a aussi une sélection culturelle. C'est dans cet esprit d'apurement, je prends le mot qui est employé, que du cubisme, du cubo-futurisme, on est conduit au purisme. Le Corbusier aux enfants souhaite pour la modernité un âge hiératique, comparable à celui de l'Égypte antique qui était curieusement anti-organique. Mais il y a cette sélection culturelle. D'ailleurs, Le Corbusier nous explique qu'il ne faut pas mettre la chanson populaire qu'il admire, l'opérette qu'il aime, au même titre, au même niveau que l'opéra. Ce sont des œuvres qui ne figurent pas dans le même, dans le même ensemble. Ce sont des œuvres qui ne sont pas au même niveau. Il a une très grande ouverture vers la culture populaire, mais en même temps, il pense qu'il y a certaines œuvres de très haute distinction. Mais là, ce qui est très intéressant, c'est que dès l'Esprit Nouveau, vous avez déjà, au début des années 20, une théorie de la sélection sociale. Il va théoriser le rôle des leaders, le rôle des directeurs, le rôle des industriels qui ne fonctionnent pas dans le même espace-temps que le commun des mortels. Il va théoriser la relation entre activité et passivité. Donc vous voyez, cette espèce de grande machine va conduire assez naturellement à qualifier Le Corbusier, et c'est ce que fera Franck Castel en 1956 dans son ouvrage Art et technique, de fascisant. La théorie organiciste de Le Corbusier, pour Pierre-Franck Castel, qui ironise sur sa relation au paquebot, qui explique qu'il en est resté à la fascination de la vie des abeilles de Metterling. Pour lui, il y a de l'autorité, il y a quelque chose qui est inadmissible pour une démocratie dans la théorie de Le Corbusier. On va voir que cette critique de Franck Castel est largement fondée, mais qu'elle ne peut pas se réduire à une dimension qui existe et qui a probablement expliqué l'échec de Le Corbusier à Vichy, c'est que son architecture raconte aussi autre chose, et qu'il y a aussi une essence démocratique dans l'architecture de Le Corbusier, même si les idées qu'il exprime dès 1920, avant de se compromettre comme il le fera pendant la Deuxième Guerre mondiale, il y a déjà donc cette position darwinienne qui lui permet de nier l'histoire en quelque sorte comme production culturelle, et en la ramenant donc à ces phénomènes organicistes. Alors comment passe-t-on ensuite de l'immeuble villa, de ces exemples d'organisation du logement à l'échelle urbaine, à l'immeuble que représente l'unité d'habitation? Eh bien, nous trouvons déjà cette coupe en 1935, juste avant que Wojcinski se présente à l'agence de Le Corbusier. Déjà, Le Corbusier publie cette coupe, un immeuble sur pilotis, un immeuble de 17 étages, mais qui, dans les circulations horizontales, sont réduites à 6 rues, et avec ce système des duplex qu'on va trouver dans les unités d'habitation. Et vous voyez déjà aussi en 1935, dans cet ouvrage qu'il a intitulé « La ville radieuse », vous avez déjà une sorte d'assemblage de ces cités qui vont répartir la substance urbaine en unités d'habitation qui vont remplacer historiquement ce qu'étaient les îlots. Donc voilà le point de départ. Après la guerre, donc il va y avoir un travail très important de formulation qui va s'élaborer pendant la guerre. Et en 1945, alors Wojcinski, qui a travaillé de 1936 à 1939 sur les unités d'habitation, va être mobilisé pendant la guerre et il reviendra à l'agence Le Corbusier en 1945. À cette époque, Le Corbusier propose à Raoul Dautry, vous le savez certainement, de travailler sur le Grand Paris. Il souhaite travailler, qu'on lui donne l'aménagement. Il croit beaucoup à la notion d'aménagement, ce qui sera le parent pauvre de la politique du ministère de la Reconstruction et du Logement, puis ensuite des ministères de l'Équipement. Il n'y a quasiment pas d'aménagement en France après la Deuxième Guerre mondiale. Donc on va lui refuser évidemment cela. Il voulait aménager la vallée de la Seine de Paris jusqu'au Havre. C'est quelque chose qu'on a entendu récemment.
Et puis, il va être amené par un industriel qui est Jean-Jacques Duval, pour qui d'ailleurs il va construire ce qu'il va appeler l'usine verte, qui était un morceau de ce qu'il avait dessiné de la ville radieuse en 1935. Il va être amené à Saint-Dié. Saint-Dié, c'est une ville qui a été détruite à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, et la ville a complètement brûlé. Il y a 10 000 sinistrés, un très grand nombre de logements qui sont détruits. Et Le Corbusier, alors on connaît toute la mécanique de la reconstruction, on n'arrive pas à la tête de la reconstruction d'une ville par hasard. Il y a déjà des architectes qui sont nommés, en l'occurrence un de ses amis, Jacques André, qui a son agence sur la place Stanislas à Nancy, qui est un partisan de Le Corbusier. Mais Le Corbusier va essayer de se substituer donc à Jacques André, et il va faire ce plan, qui est probablement la première manifestation d'un projet très abouti de ce que l'unité d'habitation permet, en s'articulant à d'autres unités d'habitation, de produire comme type d'espace urbain. Il y a évidemment une très grande simplification. Il faut imaginer ici une ville de 15 000 habitants. Avec les 8 unités, on reloge ici 10 500 sinistrés sur les 15 000 habitants, certains donc pouvant encore se loger dans les habitations qui ont subsisté. On voit apparaître ici ce qui va remplacer les places publiques, le système de rue, ce que Le Corbusier appelle l'agora, et qui va anticiper sur ce qu'il va réaliser à Chandigarh, donc dans les années 50. C'est un projet très abouti, il n'y a pas de commande, donc il n'y a pas de raison qu'il soit pris en compte, mais il va y avoir un véritable tollé de la part de la population quand elle va voir ce projet. D'ailleurs, dans les premières études sur la reconstruction, notamment Anatole Kopp, on a repris un certain nombre d'arguments, notamment celui de l'historien Siegfried Giedion, l'historien suisse qui a ensuite enseigné aux États-Unis. Giedion regrettait qu'on ait renoncé à ce qu'il considérait comme le projet le plus prometteur de l'après-Deuxième Guerre mondiale. Mais les habitants veulent leur maison avec des toits en pente, avec le grès des Vosges. Ils veulent des rues, ils veulent des places. Ils considèrent comme un traumatisme ce qu'il aurait proposé ici. Le Corbusier devra se retirer. Et la reconstruction de Saint-Dié, souvent méprisée parce qu'elle aurait remplacé en quelque sorte un projet qui était légitimé par une sorte d'esprit d'époque. On a à Saint-Dié une reconstruction qui est absolument magistrale, qui est remarquable, qui est très urbaine, très moderne, qui n'est pas du tout une reconstitution du passé, mais qui développe un système d'espace public extrêmement cohérent. Elle est due à Jacques André, qui, sous la pression de son ami Jean Prouvé, sous la pression de tous ces gens qui voulaient voir aboutir le projet de Corbusier, a fini par se retirer. Et c'est un architecte relativement peu connu, Raymond Malo, qui va mener à bien donc, ce projet, qui est vraiment un projet excellent. Plusieurs projets de l'après-guerre, il n'y a pas simplement eu Saint-Dié. Il y a eu aussi, par exemple, La Rochelle, où Le Corbusier va développer, pour l'extension de la ville, quelque chose qui anticipe sur ce qui va se passer à Briey, l'idée de cité satellite. On ne va pas appuyer le développement d'une ville sur la structure urbaine existante, on va développer une cité satellite et créer entre eux une sorte de zone non urbanisée, une zone qui peut être naturelle. Donc il y a toute une série de projets qui montrent une élaboration urbaine de ce concept. Donc tous ces projets ne vont pas aboutir. Raoul Dautry, qui a su répartir la commande entre les différentes tendances architecturales, n'a pas oublié Le Corbusier. Il va profiter d'un dispositif nouveau qui permet à l'État de commander des constructions sans les associations de sinistrés. Donc un système qui permet en fait d'expérimenter des systèmes techniques, qui permet d'expérimenter des choses nouvelles. Donc c'est l'État qui est commanditaire de l'unité d'habitation de Marseille. Il offre à Le Corbusier la capacité de concrétiser son idée de grande maison, ce sont les termes qui sont employés à l'époque. Sur le plan constructif, il est très intéressant d'avoir en tête le fait que Le Corbusier s'appuie sur un bâtiment remarquable, mais avec un certain nombre de défauts qui ont bien été relevés par les revues de l'époque.
il a déjà construit à Paris le pavillon suisse dans la Cité internationale. Ce pavillon nous montre un pilotis de béton sur lequel repose un système d'ossature métallique. C'est exactement ce qu'il souhaite pour le système de Marseille. Il va même demander à Jean Prouvé d'étudier l'ossature métallique. Mais évidemment, quand on connaît la pénurie des matériaux de la reconstruction, il est plus facile de reconstruire en pierre et en bois, en ardoise, dans les années 40, la fin des années 40, que de reconstruire avec du béton armé ou en manque de ferraillage. Donc il est hors de question de procéder à ce type de construction. C'est finalement un système de poteaux en béton, d'ossature béton qui va être employé, mais une ossature ponctuelle. C'est-à-dire que vous n'avez pas encore ce système dont il aurait voulu, vous n'avez pas encore le système qui va être adopté pour Briey et d'autres unités d'habitation. L'unité de Marseille, vous le savez probablement, c'est un grand événement culturel. Un événement qui a eu des retombées internationales. L'un des meilleurs historiens à évoquer cela, c'est Rainer Banham, un historien incroyablement inventif, critique d'architecture, qui a parlé du brutalisme en architecture et qui a bien compris qu'à Marseille, ce n'est pas tellement la conception urbaine de Le Corbusier qui a triomphé, mais une qualité de l'immeuble, une nouvelle conception du béton qu'il va développer à Marseille et qui, comme une traînée de poudre, va se répandre mondialement. Quasiment sur tous les continents, on aura des écoles brutalistes. Mais le brutalisme, comme l'exprime Banham, n'est pas qu'une question de matériaux. C'est une théorie bien plus complexe. Mais il y a un accueil favorable à Marseille. Il y a même, en 1956, sur le toit, on a Maurice Béjart, on a Nicolas Schaeffer, on a des manifestations culturelles qui vont regrouper autour de l'architecture un certain nombre de pratiques artistiques. Je vous ai parlé tout à l'heure, et Marseille en est un peu le parangon, de cette dimension organique chez Le Corbusier. Mais Le Corbusier s'opposait à un système qui va faire miracle, en quelque sorte, qui va faire merveille. C'est le système mis en place par l'AFNOR, le système des normes constructives. Le Corbusier refusait la norme constructive. Vous savez qu'en architecture, depuis l'origine des traités, on distingue l'échelle de la proportion. Eh bien, pour des raisons de totalité organiciste, de lien entre le tout et la partie, Le Corbusier va définir un système de mesure qui va tenter d'unir dans un même dimensionnement échelle et proportion. C'est ce fameux moduleur qui va donner à toutes les décisions prises à travers le matériau une sorte d'harmonie évidemment corbusienne. Je vous montre à côté parce que l'art pictural de Le Corbusier ne va pas du tout s'en tenir au purisme. Il a toujours en tête, on le voit dans son œuvre, ce que fait Picasso, qu'il admire par-dessus tout, même si la réciproque n'est pas vraie. Picasso l'admire comme architecte, mais pas comme peintre. Et puis aussi Fernand Léger. Il y a beaucoup de traces de ça. Et on se rend compte qu'il y a une conquête d'une profondeur relative. On est passé d'une planité d'étoiles aussi à une tactilité supplémentaire. Et puis il va y avoir, sans aucune difficulté, une collaboration avec un sculpteur, Savina, qui va interpréter des peintures, des dessins de Corbusier en sculpture. Et tout ça, évidemment, a un impact très fort sur la plasticité de son architecture. Je vous montre très vite les unités d'habitation. Marseille, donc un chef-d'œuvre absolu, 5 années de travail dans des conditions extrêmement difficiles, sur le plan financier, difficultés sur le chantier, mais le résultat est un résultat remarquable. Mais nous sommes là, donc, appuyés à une des grandes villes françaises. Il y a une situation urbaine particulière. Je vous montre ici, alors ce sont les images de Marseille, bien connues, les voici. Ici, nous avons la cité radieuse, l'unité d'habitation de Nantes-Rézé. Là, il s'agit d'une association coopérative, nous ne sommes plus sur des crédits d'État, qui va venir voir Le Corbusier et lui commander cette unité. Et puis vous avez celle assez tardive, qui commence au milieu des années 50, qui finit au début des années 60, qui est celle de Firmini. Il y a eu au total 4 unités d'habitation. La deuxième, en principe, aurait dû être Briey en forêt, mais le projet a eu énormément de mal à se mettre en place. Et finalement, ce sera la 3e unité, après celle de Nantes-Rézé, et ça ne va pas être indifférent. Alors, pour utiliser au mieux les 10 minutes qui me restent, je vais essayer d'expliquer ce qui s'est produit.
La relation donc, entre Philippe Serre et Claudius Petit, devenu entre-temps ministre, va faire que Claudius Petit va se rendre en Lorraine. Il va rencontrer le maire de Briey, Pierre Giry. À l'époque, Briey est une toute petite ville, c'est un bourg qui est considéré plutôt comme bourgeois. Il n'y a pas d'industrie immédiate à Briey. C'est là qu'est la sous-préfecture de Meurthe-et-Moselle. Mais tout autour, évidemment, c'est le PIO. C'est la sidérurgie lorraine qui se développe à une grande vitesse et qui nécessite des constructions. Et Claudius Petit et Philippe Serre vont venir voir le maire de Briey en disant, voilà, pourquoi ne pas regrouper toutes ces demandes de logement en un seul et même lieu. Et ce lieu va être donc Briey-en-Forêt, qui va se développer exactement comme à La Rochelle, comme une cité satellite. Il se trouve qu'à l'époque, l'architecte en charge de la reconstruction en Lorraine, mais aussi le responsable finalement des cités industrielles, celui qui travaille pour les maîtres de forge, c'est Georges-Henri Pingusson, un vieil ami de Le Corbusier, qui va faire un premier projet où il y a plusieurs bâtiments, dont un pourrait être construit par Le Corbusier. En 1953, donc, le projet de Pingusson est au point. C'est une véritable cité avec des équipements. Il y a des commerces, il y a des écoles. Et donc, on pense que la cité satellite a un avenir. Et puis, en 1954, Le Corbusier va se substituer à Pingusson. C'est lui qui va finalement assumer le plan masse. Vous avez ici donc, le plan masse de Briey-en-Forêt. Le Corbusier va travailler avec Wozinski. Wozinski va jouer un rôle considérable dans l'unité d'habitation de Briey. Il va travailler, vous voyez par exemple, une interprétation du pilotis. Ce n'est pas celui qui a été réalisé. Chacune des unités aurait pu se caractériser par un pilotis différent, un travail sur les logements. Le seul problème, c'est qu'il y a une sorte de syndicat intercommunal qui va être à l'origine, il faut mettre d'accord, 49 communes, c'est très compliqué. On ne comprend pas pourquoi Briey est choisi plutôt que Villerupt, qui est à 80, le bassin de Villerupt à 80 000 habitants. Pourquoi on implante une unité d'habitation là où malheureusement il n'y a rien du tout. Donc ça crée des polémiques. Toujours est-il que le projet va être retardé pendant plusieurs années. Finalement, il va démarrer en 1959, donc 9 ans après la visite initiale donc, de Claudius Petit, 6 ans après le plan masse de Pingusson. Vous voyez ici donc, Le Corbusier, on pose la première pierre et on va démarrer le chantier. Entre-temps, malheureusement pour lui, Giry a été battu, Pierre Giry, qui était le maire de Briey, a été battu aux élections, et c'est Hubert Martin, qui est un farouche opposant de l'unité d'habitation, qui va se trouver aux affaires. Et Hubert Martin va d'abord proposer d'arrêter l'immeuble à ce qui a été financé. Il imagine un immeuble avec 2 ou 3 étages. Et évidemment, le constructeur, qui est extrêmement intelligent, va s'arranger pour construire une partie des 17 niveaux immédiatement pour que l'immeuble aille jusqu'au bout. Alors le chantier est en tout point exemplaire. Il n'a plus rien à voir avec Marseille. C'est un chantier qui tient compte de l'évolution relative de l'ensemble de la production française. On a parlé des grands ensembles, mais la volonté de développement d'une politique du logement extrêmement agressive. Quand on parle de grands ensembles, ce sont des grandes opportunités foncières, on règle le problème du sol, ce sont des grands investissements, des grands programmes pour permettre un outillage des entreprises avec des grands financements. C'est essentiellement ça, en dehors de toute politique d'aménagement. Mais dans la substance même de l'unité d'habitation, il y a un changement radical, c'est-à-dire que le contexte productif va agir sur la substance de l'immeuble. Donc vous voyez ici Le Corbusier au moment de la fin du gros œuvre, en 1960, donc il revient à Briey. Et voici ce chantier spectaculaire, c'est un chantier industriel qui est digne des chantiers les plus productifs. Il faut se souvenir qu'en France, en 10 ans, on baisse de moitié le coût du logement. Et ça va arriver plusieurs fois. L'investissement dans la technique va faire en quelque sorte qu'on va pouvoir régler le problème de la crise du logement, évidemment, d'une manière qui peut sembler brutale. Mais vous avez remarqué ici une décision majeure. L'immeuble est conçu avec des refends porteurs. Eh bien, tout ceci vient... Voilà, vous voyez la différence fondamentale. Vous avez le modèle original de 35, l'unité d'habitation ici, une maquette qui a été faite par les étudiants de Nancy.
Et puis, vous voyez, l'autre maquette ici, extrêmement différente, avec le système porteur. Le chantier est dirigé par Jean-Pierre Bourreau, qui a connu Le Corbusier lors de la construction du pavillon du Brésil à la Cité internationale, et qui est aussi celui qui a construit, avec l'usine pilote qui construit des barrages, qui construit des ouvrages d'art, qui a bâti aussi Nantes. Donc il y a une très très forte expérience constructive. C'est un chantier radical, un chantier exemplaire sur le plan de la productivité. La révolution qui va aboutir d'une part au coffrage tunnel et d'autre part donc au refend porteur est produite par Jean Dubuisson. Jean Dubuisson, on a eu l'occasion de le rencontrer à plusieurs reprises, il était venu d'ailleurs faire une conférence à Briey. Il nous a expliqué cette nuit tragique où le MRU l'envoie. Vous savez que le MRU a tenté de rapprocher des industriels, de rapprocher des entreprises de bâtiment du milieu de l'ingénierie et de la construction. Et on va demander à Jean Dubuisson, qui s'est distingué dans certains concours nationaux, notamment le concours de la Cité Rotterdam, qui est remporté par Baudouin et dont probablement vous a parlé mon prédécesseur. Vous voyez ici apparaître ce système. On a demandé à Dubuisson de travailler avec le système Camus. Dubuisson se rend au Havre, ces immeubles d'ailleurs existent toujours, et il est absolument désespéré. Il comprend qu'on ne peut pas fabriquer une architecture avec un système qui compromet à ce point-là la liberté de l'espace. Et en une nuit tragique selon ses termes, il a inventé ce système de refend qui va permettre aux industriels de fabriquer des coffrages tunnels, c'est-à-dire de coffrer, de couler le béton latéralement sur les parois séparatives des logements et aussi les dalles qui les couvrent. Donc vous voyez, ce système du refend porteur va être employé partout en France. Je vous montre juste ici le travail que fait Gropius au Dulièvre à Nancy. C'est un exemple spectaculaire. Il a été aussi repéré dans les concours d'architecture. C'est un grand prix de Rome comme Dubuisson. Il travaille avec de grandes entreprises. Et là, j'ai placé un intrus dans l'image. C'est ceci. Il se trouve que Zerfus avait une grande admiration pour Breuillère. Et vous avez ici un projet de Breuillère qui date de 1928. La construction de Zerfus date de la fin des années 50 et du début des années 60. Donc c'est une autre théorie de la construction. Voici la cité de Briey achevée. La presse, qui avait été très hostile dans les années 50, se réconcilie avec l'architecte. On est heureux, disons, de voir ces bâtiments. Il y a une très forte demande de logement. Et en plus, il se trouve que nous sommes encore dans la période où la France fait partie de l'OTAN. Et il y a toute une rue qui est occupée par des militaires, des familles de militaires américains. Donc, on pourrait dire que la cité fonctionne à plein, seulement ça ne va durer qu'un très petit nombre d'années. Déjà à cette période commencent les signes de déclin de la sidérurgie lorraine. Et quand la France se retire de l'OTAN, c'est toute une rue. Donc, c'est 1/6 de l'immeuble qui se vide. Et de plus en plus, le PHLM de Briey a du mal à remplir l'immeuble, à un point tel qu'elle va céder. Il va être en faillite et on va céder ce patrimoine à l'OPAC de Nancy, qui, quelques années plus tard, sera à l'origine de la demande de destruction de l'immeuble. Je vous montre simplement ce projet assez peu connu. Ce n'est pas Le Corbusier qui dessine cette unité d'habitation. C'est l'un de ses proches, qui faisait partie du groupe d'Alger. C'est Marc-André Emery. Marc-André Emery a pris ce projet. Le Corbusier a été pressenti par Claudius Petit, qui est devenu entre-temps le président d'une association qui va tenter de loger les travailleurs immigrés. Il faut savoir que Claudius Petit a été fidèle toute sa vie à son engagement initial des années 20. Il a présenté 2 fois au Parlement un projet d'abolition de la peine de mort qui a été massivement rejeté. Et il est aussi à l'origine, il a été président de la Sonacotra. Et à l'époque, on veut rénover un quartier, le Pontifroy, un faubourg historique de Metz qu'on va détruire largement. Et Le Corbusier, qui est pressenti pour faire ce travail, refuse. Il a eu une telle expérience négative à Briey, il se considère comme trop vieux. C'est au début des années 60, il va décéder en 65. Et Briey, donc, à Briey, ça a été une expérience très négative.
il refuse un projet, ce qui est très rare. Quand Pierre-André Emery, ou Marc-André Emery plutôt, je ne sais plus, lui propose de superviser le projet, il refuse. Ensuite, c'est un autre membre du groupe. Quand le maire de Metz va voir ce projet, il sera absolument effaré. Hein. À 800 mètres de la cathédrale, il refuse qu'on construise de cette manière-là des unités d'habitation. Et c'est un autre membre du groupe d'Alger, qui est Louis Miquel, qui va prendre le projet. Et vous voyez déjà apparaître, dans les années 60, une tentative de reconstituer des îlots, qui avait d'ailleurs très largement été anticipée par l'architecte Baudouin, par Eugène Baudouin, qui avait su fabriquer quelque chose d'autre que de l'open planning avec des typologies radicales. Bon, je vais conclure cette conférence en revenant à ce projet de destruction. Donc, dès 1982, avant l'article de Robert dans Libération, l'immeuble avait commencé à perdre sa substance. Un travail avait été demandé à l'école d'architecture. À l'époque, donc, j'avais dirigé un atelier de projet pour voir comment on pouvait sauver l'unité d'habitation. Nous avons invité André Wojcinski, qui est venu faire une conférence. L'immeuble ne comportait qu'un peu moins d'un tiers de la population existante, donc il était très largement sous-employé, et on sentait bien qu'une telle unité ne pouvait pas survivre très longtemps. À la suite de la conférence de presse, donc nous étions en 82. En 84, l'immeuble se vide presque complètement. Et puis ensuite, en 87, il y a cette tentative de Guy Vattier d'enrayer le processus de démolition qui est engagé par l'OPAC de Lorraine. Il obtient, par une habileté politique remarquable, l'impact de la conférence de presse, la venue de Jacques Chirac, qui vient à l'époque en Lorraine avec le ministre de son gouvernement, qui est Méhaignerie. Il y a un tel raffut à la suite de la conférence de presse de Guy Vattier que finalement l'État décide de confier à la ville de Briey la propriété pour le franc symbolique de l'unité d'habitation. Et va s'engager un processus de restructuration assez extraordinaire. Guy Vattier est un des premiers à avoir compris que c'est en transformant la propriété, le statut de propriété du logement social qu'on peut permettre des appropriations. Il va faire en sorte qu'on puisse vendre les logements. Donc il faut imaginer ce qu'a été on pouvait acheter un appartement de 80 mètres carrés de Le Corbusier pour quelque chose qui correspondrait à 10 000 euros aujourd'hui. Évidemment, il fallait tout rééquiper à l'intérieur, mais il y avait tellement peu de demandes que ça a été une solution. Donc l'idée est la suivante, c'est d'abord pour réhabiliter, il a mis en place, c'est ma conclusion, vous arrivez fort bien, je concluais, voilà. Donc il a mis en place un système. Une école d'infirmières qui aurait dû être construite n'importe où à Briey a été placée dans l'hôpital grâce au directeur de l'hôpital qui a acheté un certain nombre de mètres carrés. En fait, c'est l'hôpital qui a acquis pour le franc symbolique la cité, et ensuite un promoteur privé a réaménagé des logements. Donc on a déjà un programme mixte à l'intérieur. Et vous voyez en dessous le texte, la cité radieuse rendue aux architectes. Guy Vattier avait l'idée de faire un centre de recherche architecturale. Et un professeur à qui il faut rendre hommage, qui est Ron Kenley, qui était professeur à l'université d'East London, est arrivé un jour à Briey, il rencontre le maire et il lui propose de créer une association internationale, la Première Rue, qui vit toujours aujourd'hui. La première manifestation de cette association, c'est une exposition John Haydock, un des Five Architects parmi les plus connus, disons, des années 70-80. Une très très belle exposition au sein même de l'unité d'habitation. Il y a eu ensuite une exposition sur Philip Johnson et puis des quantités d'autres expositions. Je crois qu'on en est aujourd'hui à 120 expositions d'artistes, d'architectes, de gens qui font leur première exposition ici. Et puis on a exposé Wojcinski, Dubuisson et des architectes qui n'ont pas eu de reconnaissance suffisamment tôt à l'échelle nationale. Voilà, les dernières images portent sur l'état de l'immeuble aujourd'hui. Il y a eu, le premier promoteur a donné un coup de badigeon sur l'immeuble, et puis ensuite, l'immeuble ayant été inscrit, enfin les façades et la première rue, l'enveloppe a été inscrite à l'inventaire supplémentaire. Il y a eu une restauration qui s'est faite, mais qui n'est pas une restauration qui cherche l'authenticité. Il se trouve qu'en l'occurrence,
l'authenticité n'a pas beaucoup d'importance. On se rend compte que plus le bâtiment progresse, plus on se rapproche des idées de Le Corbusier. On s'en était considérablement éloigné, et au fur et à mesure, donc voilà, la première réhabilitation consiste à faire habiter un tel bâtiment. Donc vous voyez, entre le bâtiment que vous voyez ici, tel qu'il a été livré, très brut, c'est l'unité la plus brute que l'on puisse imaginer, dans le cadre de crédits HLM extrêmement rigoureux. Et puis le bâtiment aujourd'hui, on sent bien que ce ne sont plus exactement les mêmes bâtiments, mais l'idée fondamentale, le fonctionnement, les relations qu'a voulu établir Le Corbusier, elles, ont été réhabilitées. Il y a eu un travail sur les abords qui a été fait par un des grands historiens actuels d'architecture, un spécialiste de Le Corbusier, qui est Bruno Reichlin, architecte tessinois, qui avait enseigné un peu à Nancy, qui connaissait bien Briey et qui a enseigné beaucoup à Genève également, où il a créé énormément de choses. Voilà, je terminerai simplement sur cette image. Il se trouve qu'empruntant le sentier des douaniers, il y a, je ne sais pas, 25 ans, j'étais tombé sur des ouvriers de la municipalité qui étaient en train de bricoler, de réparer le cabanon que des cambrioleurs avaient fracturé. Puis quand ils l'ont ouvert, ils n'ont rien trouvé. Bon, ça m'a permis de faire quelques photos de cela. Et puis aussi, en me retournant, cette Méditerranée, dans laquelle, on le sait, a disparu Le Corbusier en 65. Il est mort, donc il s'est noyé. On ne sait pas si c'est volontaire ou si ce n'est pas volontaire. Mais il a disparu là. Et je trouve que ce cabanon est sans aucun doute la meilleure manière de comprendre ce qui sauve la conception de Corbusier. Il ne faut pas, comment dire, employer des mots, enfin, être fasciné simplement par l'esthétique. Sur le plan urbanistique, l'unité d'habitation est un échec retentissant, et Briey, évidemment, le prouve. Chaque fois que l'unité d'habitation a pu être récupérée, c'est parce qu'elle s'adossait à un système urbain qui n'était pas celui qui avait été conçu par Le Corbusier. Par contre, même lorsque l'unité d'habitation était complètement désaffectée, il y avait à l'intérieur des effets de lumière, des effets de proportion, un sens de l'habité qui est extraordinaire, et c'est ce sens de l'habité qui fait le lien entre les œuvres mal comprises, comme la Villa Savoie, parce que photographiées simplement et non suffisamment visitées, et cette spatialité des maisons ouvrières qui trace vraiment un fil conducteur. Il y a un sens de l'habitat, une générosité chez Le Corbusier qui fait que, indépendamment de l'esthétique brillante, même lorsqu'elle est laminée par le système de financement HLM, qui fonctionne de façon spectaculaire, même là, il y a des valeurs d'usage, des valeurs urbaines, une tendresse pour les habitants, qu'un jour il a traduite lorsqu'apprenant que la villa, que les maisons qu'il avait construites à Pessac dans les années 20 avaient été saccagées par les habitants, il avait dit de manière très philosophique, c'est la vie qui a toujours raison. Je pense que l'exemple de Briey montre que la vie a toujours raison et que ne concevoir le patrimoine que du côté de la matérialité des édifices, sans tenir compte, comment dire, des usages, des théories, de tout ce qui est immatériel dans cette matérialité-là, enfin qui s'adosse à cette matérialité, ce serait en fait une vision extrêmement restrictive. Je vous remercie.